Chaque soir, à Versailles, un homme s'assoit seul dans une pièce silencieuse. Devant lui, le repas du roi, potage fumant, viandes en sauce, desserts aux fruits confits. Il porte une cuillère à ses lèvres, il ferme les yeux, et il attend. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. S'il ne s'effondre pas, alors seulement Louis XIV peut manger. Cet homme n'a pas de nom dans les livres d'histoire. Pourtant, chaque jour de sa vie, il a joué à la roulette russe avec son estomac. Chaque bouchée pouvait être la dernière. Chaque repas, un verdict. On l'appelait le goûteur du roi. Et ce que les archives révèlent sur son destin, personne ne vous l'a jamais raconté. Parce que derrière la splendeur de Versailles, il y avait une terreur invisible, et des hommes qu'on a condamnés à l'oubli. Ce soir, pour la première fois, on leur rend justice. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si l'histoire cachée de la France vous passionne autant que moi, abonnez-vous. Chaque semaine, on déterre ensemble des vérités que personne n'ose raconter. Maintenant, remontons le temps. Versailles brille de 1000 feux. Nous sommes en 1682, au cœur du règne le plus glorieux de l'histoire de France. Le château est devenu le centre du monde. Les ambassadeurs de toute l'Europe s'y pressent pour admirer ses jardins, ses fontaines, ses galeries dorées. Et chaque soir, dans la grande salle du palais, un spectacle unique se déroule sous les yeux de centaines de courtisans. On appelle cela le grand couvert. C'est le moment où Louis XIV dîne en public. Le roi Soleil mange seul, assis face à une foule de nobles, en perruque poudrée et robe de soie. Personne ne parle, personne ne bouge. On regarde le souverain porter chaque bouchée à ses lèvres, comme s'il s'agissait d'un acte sacré. Car dans cette France du XVIIe siècle, tout ce que fait le roi est sacré, même manger. La table croule sous les mets les plus raffinés du royaume. Des potages aux herbes fines, des viandes rôties à la broche pendant des heures, des poissons venus des côtes normandes, des pâtisseries aux amandes et aux fruits confits. Le tout servi dans de la vaisselle d'or et d'argent, par des dizaines de serviteurs en livrée bleue et rouge. C'est un spectacle de puissance absolue, une démonstration de richesse et de majesté. Mais ce que les courtisans ne voient pas, ce que les ambassadeurs étrangers ne soupçonnent pas, c'est ce qui se passe avant que le premier plat n'atteigne la table royale. Dans une pièce adjacente, loin des regards et des chandeliers, un homme attend. Devant lui, une portion de chaque plat du menu royal, les mêmes potages, les mêmes viandes, les mêmes desserts. Mais lui ne mange pas pour le plaisir, il mange pour survivre ou pour mourir. Cet homme, c'est le goûteur du roi. Son travail est simple à décrire, mais terrifiant à accomplir. Avant que Louis XIV ne touche à quoi que ce soit, lui doit goûter chaque aliment, chaque sauce, chaque vin, puis attendre que son corps lui confirme que le poison n'est pas là, attendre que les minutes passent sans que ses entrailles ne se tordent, sans que sa gorge ne se serre, sans que son cœur ne s'arrête. Si rien ne se passe, le plat est déclaré sûr, et le roi peut manger en paix. Mais si quelque chose se passe, alors le goûteur aura accompli sa mission, il aura donné sa vie pour sauver celle du souverain. Et demain, un autre prendra sa place. Pourquoi une telle précaution, vous demandez-vous peut-être? Pourquoi transformer chaque repas en épreuve mortelle? La réponse tient en un mot qui a fait trembler toute la France pendant des années, un mot que l'on murmurait dans les couloirs de Versailles avec une terreur à peine dissimulée, le poison. Car dans les années 1670 et 1680, la France a connu l'un des plus grands scandales criminels de son histoire, une affaire si sombre, si terrifiante, qu'elle a failli emporter la monarchie elle-même. On l'a appelée l'affaire des poisons, et ce qu'elle a révélé dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Tout a commencé par une enquête ordinaire. En 1679, la police de Paris arrête une femme du nom de Catherine Monvoisin. On la surnomme la Voisin. Officiellement, elle vend des filtres d'amour et lit l'avenir dans les cartes. Mais très vite, les interrogatoires révèlent une réalité bien plus sinistre.
La voisine ne vend pas seulement des potions pour séduire, elle vend des poisons pour tuer. Et ses clients ne sont pas des criminels des bas-fonds de Paris, ce sont des duchesses, des marquises, des comtesses, des femmes de la plus haute noblesse française qui viennent chez elle pour se débarrasser d'un mari encombrant, d'une rivale gênante ou d'un héritier qui tarde trop à mourir. Les révélations sont effroyables, des centaines de personnes sont impliquées, des prêtres ont célébré des messes noires, des enfants auraient été sacrifiés dans des rituels démoniaques, et le nom qui revient sans cesse dans les confessions des accusés glace le sang de tous ceux qui l'entendent. Madame de Montespan, la favorite du roi, la femme la plus puissante de France après Louis XIV lui-même. Les témoignages affirment qu'elle a participé à ces cérémonies, qu'elle a demandé des filtres pour garder l'amour du roi, qu'elle a peut-être même envisagé de l'empoisonner lorsqu'il a commencé à se détourner d'elle. Louis XIV est terrifié, pas seulement parce qu'il découvre sur sa maîtresse, mais parce qu'il comprend soudain, le poison est partout, dans les grandes maisons de Paris, dans les châteaux de province, et peut-être même dans les cuisines de Versailles. Une phrase circule alors dans tout le royaume, rapportée par les archives de l'époque. Elle dit ceci: « Il n'est point de maison à Paris où l'on ne craigne d'être empoisonné par ses propres domestiques. Personne n'est à l'abri, ni les bourgeois, ni les nobles, ni le roi lui-même. » C'est dans ce contexte de terreur que la fonction de goûteur royal prend tout son sens. Ce n'est plus un simple rituel de cour. Ce n'est plus une tradition héritée du Moyen-Âge. C'est une nécessité vitale, une question de survie. Le goûteur devient la dernière ligne de défense entre Louis XIV et la mort. Un bouclier humain, un homme dont la vie entière se résume à une seule mission: mourir à la place du roi si le poison frappe. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que cet homme n'a pas de nom. Les archives de la maison du roi mentionnent des dizaines d'officiers de bouche, d'écuyers tranchants, des chansons et de gentilshommes servants. Mais les goûteurs, eux, sont presque invisibles. On sait qu'ils existaient, on sait qu'ils accomplissaient leurs tâches chaque jour. Mais leurs noms, leurs visages, leurs histoires personnelles ont été effacés par le temps, comme si leur sacrifice ne méritait pas d'être retenu, comme si leur vie ne valait que le temps d'un repas. Ce soir, nous allons leur rendre ce que l'histoire leur a volé. Nous allons entrer dans leur monde, découvrir leur quotidien, comprendre ce que signifiait vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, jour après jour, repas après repas. Et nous allons découvrir ce que les archives cachent sur leur destin, un destin que personne n'a jamais raconté. Jusqu'à maintenant, imaginez un instant que vous êtes cet homme. Vous vous réveillez chaque matin dans une petite chambre des communs de Versailles. Le soleil n'est pas encore levé. Dehors, le château dort encore. Mais vous savez que dans quelques heures, votre vie sera de nouveau suspendue à une bouchée de nourriture. Vous enfilez votre livret. Vous descendez vers les cuisines royales et vous prenez votre place dans la salle du gobelet, cette pièce où tout se joue, où votre destin se décide 3 fois par jour. Le rituel de l'essai, comme on l'appelle à l'époque, est d'une précision absolue. Chaque geste est codifié, chaque étape est surveillée. Car il ne s'agit pas seulement de protéger le roi, il s'agit aussi de prouver devant témoins que tout a été fait dans les règles, que si le souverain tombe malade, ce n'est pas par négligence de ses serviteurs. La journée commence bien avant le premier repas royal. Dès l'aube, les cuisines de Versailles s'animent. Des dizaines de cuisiniers, de marmitons, de rôtisseurs et de pâtissiers s'affairent autour des fourneaux. Les odeurs de viande grillée et de pain chaud envahissent les couloirs. Mais avant que quoi que ce soit ne quitte cette pièce, un premier contrôle a lieu. Chaque ingrédient est inspecté, chaque légume est examiné, chaque pièce de viande est vérifiée par un officier de bouche qui note sa provenance et son état. Les fournisseurs du roi sont triés sur le volet. Ils savent que la moindre anomalie dans leur livraison pourrait leur coûter leur commerce, voire leur liberté. Puis vient la préparation des plats. Et là encore, rien n'est laissé au hasard. Les cuisiniers
travaille sous surveillance constante. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit à une sauce ou à un bouillon sans être observé. Les épices, si précieuses et si faciles à trafiquer, sont conservées sous clé et distribuées au compte-gouttes. Mais toutes ces précautions ne suffisent pas, car le poison peut se glisser n'importe où, n'importe quand. Un domestique corrompu, un garde soudoyé, une main qui passe furtivement au-dessus d'un plat. Il suffit d'une seconde d'inattention pour que la mort s'invite au festin. C'est pourquoi la dernière étape est la plus importante. C'est pourquoi le goûteur existe. Lorsque les plats sont prêts, ils sont apportés dans la salle du gobelet. C'est une pièce attenante à la grande salle à manger, invisible depuis la table royale. Là, plusieurs officiers attendent. L'écuyer tranchant qui découpe les viandes, les chansons qui versent les vins, et le gentilhomme servant, celui qui va goûter. Le rituel commence par le pain. On trempe un morceau dans chaque sauce, chaque bouillon, chaque crème. Le goûteur le porte à sa bouche. Il mâche lentement. Il avale, puis il attend. Ensuite vient la viande. Une bouchée de chaque pièce. Bœuf, volaille, gibier. Le goûteur mange. Il attend encore. Puis les légumes, les fruits, les pâtisseries. À chaque fois, le même geste, la même attente, le même silence. Et enfin, le vin. C'est peut-être le moment le plus redouté, car le vin est le véhicule parfait pour le poison. Son goût puissant peut masquer l'amertume de l'arsenic ou le goût métallique du plomb. Les empoisonneurs le savent, les goûteurs aussi. Pour le vin, le rituel est encore plus élaboré. On utilise une coupe spéciale, en cristal de roche. À l'époque, on croit que le cristal se trouble au contact du poison. C'est faux, bien sûr. Mais cette croyance montre à quel point la peur est grande. On s'accroche à n'importe quel espoir, même le plus irrationnel. Les chansons versent d'abord une petite quantité dans la coupe d'essai. Il la fait tourner doucement, observe sa couleur, hume son parfum. Puis il boit une gorgée. Si rien ne se passe, il verse une deuxième portion pour le goûteur. Celui-ci boit à son tour. Et on attend. Encore. Combien de temps dure cette attente ? Les sources de l'époque varient. Certaines parlent de quelques minutes, d'autres évoquent un quart d'heure, parfois davantage. Le temps que les premiers symptômes d'un empoisonnement se manifestent. Le temps de s'assurer que la mort ne rôde pas dans le verre. Pendant ce temps, le goûteur reste immobile. Il écoute son corps. Il guette le moindre signe. Une crampe à l'estomac, une sueur froide, un vertige. Il sait reconnaître ses symptômes. On lui a appris. Certains goûteurs développent même une expertise extraordinaire. Ils affirment pouvoir détecter l'amertume subtile de certains poisons, le goût métallique d'autres. Mais face aux toxines les plus sophistiquées, comme l'aquatofana venu d'Italie, même les plus expérimentés sont impuissants. Ce poison-là est inodore, incolore, sans saveur. Il tue lentement, en quelques jours ou quelques semaines, sans laisser de traces. Face à cette menace invisible, les goûteurs ont recours à toutes les protections possibles. Beaucoup portent sur eux une pierre de bézoard, cette concrétion que l'on trouve dans l'estomac de certains animaux et à laquelle on attribue des vertus miraculeuses contre le poison. D'autres avalent du lait avant chaque repas, croyant qu'il neutralise les toxines. D'autres encore prient, car lorsque la science échoue, il ne reste que la foi. Et puis, lorsque l'attente est terminée, lorsque le goûteur se relève sans trembler, le verdict tombe, le repas est déclaré sûr. Les plats sont emportés vers la grande salle, et Louis XIV peut enfin manger. Mais le goûteur, lui, ne mange pas vraiment. Il survit. Il a gagné une bataille de plus contre un ennemi qu'il ne voit jamais. Demain, il recommencera. Après-demain aussi, et tous les jours, jusqu'à ce que son corps le trahisse, jusqu'à ce que la chance tourne, jusqu'à ce qu'un poison, plus vicieux que les autres, passe entre les mailles du filet. Car c'est là toute la tragédie de cette fonction. Le goûteur ne peut jamais gagner définitivement. Il ne peut que repousser l'échéance.
Chaque repas réussi n'est qu'un sursis. Chaque jour de survie n'est qu'un jour de plus avant l'inévitable. Ces hommes vivaient dans une terreur quotidienne que nous avons du mal à imaginer. Ils mangeaient la peur au ventre. Ils dormaient avec l'angoisse du lendemain. Et ils savaient, au fond d'eux-mêmes, que leur vie ne valait rien d'autre que le service qu'ils rendaient. Un service que personne ne reconnaissait. Un sacrifice que personne ne célébrait. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'entre eux craque sous le poids de cette pression insoutenable. Et ce jour-là, toute la France a retenu son souffle. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est celle d'un homme qui n'était pas exactement un goûteur, mais son destin illustre mieux que tout autre la pression insoutenable qui pesait sur ceux qui servaient les tables royales. Cet homme s'appelait François Vatel, et sa mort est devenue l'un des épisodes les plus célèbres et les plus tragiques de l'histoire de la gastronomie française. Nous sommes en avril 1671. Le Grand Condé, l'un des plus puissants princes du royaume, organise une fête somptueuse dans son château de Chantilly. L'invité d'honneur n'est autre que Louis XIV lui-même, accompagné de toute sa cour. 2000 personnes, 3 jours de festivités, des centaines de plats à préparer, des fontaines de vin à faire couler. Un spectacle qui doit éblouir le roi et asseoir la réputation du prince. François Vatel est le maître d'hôtel du Grand Condé. C'est lui qui orchestre cette fête monumentale. C'est lui qui coordonne les cuisiniers, les serviteurs, les musiciens, les jardiniers. Tout repose sur ses épaules. Et il le sait. Il sait que le moindre faux pas pourrait ruiner son maître et détruire sa propre carrière. Les premiers jours se passent bien. Les banquets sont somptueux. Les divertissements enchantent les convives. Louis XIV semble satisfait. Mais Vatel, lui, ne dort pas. Il court d'une cuisine à l'autre, vérifie chaque détail, s'assure que tout est parfait. La tension monte, la fatigue s'accumule. Et puis, le 3e jour, le drame survient. Le repas du vendredi doit être composé de poissons, comme l'exige la tradition catholique. Vatel a commandé des quantités considérables de poissons de mer aux fournisseurs de la côte. Mais, à l'aube du vendredi, seules 2 charrettes sont arrivées. 2 malheureuses charrettes pour nourrir 2000 convives. C'est un désastre. Vatel est effondré. Il n'a pas dormi depuis 3 nuits. Son esprit est épuisé. Sa raison vacille. Il voit dans cet incident non pas un simple contretemps logistique, mais une humiliation personnelle insupportable. Il a failli. Il a trahi la confiance de son maître. Il ne peut pas supporter cette honte. Ce que Vatel ignore, c'est que d'autres charrettes sont en route. Elles arriveront quelques heures plus tard, chargées du plus beau poisson de Normandie. Mais il ne le saura jamais, car à l'aube de ce vendredi d'avril 1671, François Vatel monte dans sa chambre. Il cale la garde de son épée contre la porte. Et il se jette sur la lame, par 3 fois. À la 3e, l'épée lui transperce le cœur. Quand on découvre son corps, les charrettes de poissons commencent à arriver. La fête peut continuer. Le banquet sera servi. Louis XIV mangera son poisson sans savoir que le maître d'hôtel vient de mourir pour lui. Madame de Sévigné, la célèbre épistolière, raconte cet épisode dans une lettre à sa fille quelques jours plus tard. Ces mots sont restés gravés dans l'histoire. Elle écrit ceci: « Vatel, le grand Vatel, maître d'hôtel de Monsieur le Prince, voyant que la marée n'arrivait pas, n'a pu souffrir l'affront dont il allait être accablé, et s'est passé son épée au travers du corps. Ces quelques lignes disent tout, ça disent tout. L'affront, la honte, l'impossibilité de supporter l'échec. Dans ce monde de cour où tout est apparence, où la réputation est plus précieuse que la vie, un homme a préféré mourir plutôt que d'être humilié. Vatel n'était pas un goûteur. Il ne risquait pas sa vie en mangeant des plats empoisonnés. Mais son destin nous révèle une vérité essentielle sur ceux qui servaient les tables royales. Pour ces hommes, l'échec n'était pas une option. La défaillance n'était pas permise. Ils portaient sur leurs épaules un poids que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. Et si Vatel s'est donné la mort pour du poisson en retard, imaginez ce que vivaient les goûteurs.
Ces hommes qui savaient que chaque bouchée pouvait être fatale. Ces hommes qui voyaient leurs collègues tomber malades, parfois mourir sans que personne ne s'en émeuve. Ces hommes qui n'avaient même pas le luxe de choisir leur fin, car c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Les archives de la Maison du Roi sont remplies de trous, de silences, de non-dits, mais parfois, entre les lignes, on devine des drames étouffés. En 1679, au plus fort de l'affaire des poisons, un officier de bouche meurt subitement après un dîner royal. Les registres mentionnent une « fièvre soudaine ». C'est l'expression consacrée à l'époque pour désigner ce qu'on ne veut pas nommer. Une fièvre soudaine, comme si la mort pouvait frapper ainsi, sans raison, sans cause, sans explication. Aucune enquête n'est ouverte, aucune question n'est posée. L'homme n'est même pas nommé dans les documents officiels. On sait simplement qu'il était là, qu'il a mangé, et qu'il n'était plus là le lendemain. Son remplaçant est arrivé dans les jours qui ont suivi, un autre anonyme, un autre condamné à jouer chaque jour à la roulette russe avec son estomac. Ces morts silencieuses sont le secret le mieux gardé de Versailles. On n'en parle pas, on ne les commémore pas, on ne les pleure pas publiquement, car admettre qu'un goûteur a été empoisonné, c'est admettre que le roi lui-même a été visé. C'est reconnaître que la protection n'est pas infaillible. C'est avouer une faiblesse que la monarchie absolue ne peut pas se permettre. Alors on efface, on oublie, on remplace. Les familles de ces hommes recevaient parfois une pension modeste, quelques livres pour compenser la perte d'un père, d'un fils, d'un frère. Mais jamais de reconnaissance officielle, jamais de gratitude publique. Leur sacrifice était englouti dans le silence de l'étiquette royale. Et c'est peut-être cela le plus tragique. Ces hommes ont donné leur vie pour protéger le roi. Ils ont accepté de mourir pour que Louis XIV vive. Et en échange, ils n'ont reçu que l'oubli. Pas de statue, pas de plaque, pas même un nom dans les registres, juste le silence. Et la certitude que demain, un autre prendrait leur place, sans savoir qu'ils marchaient sur les traces d'un fantôme. Il y a une question que l'on ne peut pas éviter lorsque l'on raconte cette histoire. Une question qui nous hante depuis le début de ce récit. Comment ces hommes ont-ils pu accepter une telle fonction? Comment pouvait-on se lever chaque matin en sachant que ce jour serait peut-être le dernier? Comment vivait-on avec cette certitude que sa propre vie ne valait rien d'autre que le service rendu au roi? Pour comprendre, il faut se replonger dans la mentalité de l'époque. Nous sommes au XVIIe siècle. La France est une monarchie absolue. Louis XIV règne par droit divin. Il n'est pas seulement le chef de l'État, il est le représentant de Dieu sur terre. Sa personne est sacrée. Sa vie est infiniment plus précieuse que celle de n'importe lequel de ses sujets. Dans ce monde, servir le roi n'est pas un simple emploi. C'est un honneur suprême. Les familles les plus modestes rêvent de voir l'un des leurs entrer à la maison du roi. Cela signifie une place assurée, un revenu stable et surtout un prestige immense. Celui qui sert le roi, même dans les tâches les plus humbles, participe à la grandeur du royaume. Il fait partie du cercle magique qui entoure le souverain. Les goûteurs appartenaient à ce cercle. Ils portaient la livrée royale, ces habits aux couleurs du roi que seuls les serviteurs de Versailles avaient le droit de revêtir. Ils vivaient dans l'enceinte du château, à quelques pas des appartements royaux. Ils côtoyaient les plus grands noms de France, même s'ils ne leur adressaient jamais la parole. Ils étaient témoins des secrets de la cour, des intrigues de pouvoir, des amours et des trahisons qui se jouaient dans les couloirs dorés. Pour un homme issu du peuple, c'était une élévation inimaginable, une chance que des milliers d'autres auraient saisie sans hésiter. Et si le prix à payer était de risquer sa vie à chaque repas, eh bien, c'était le prix de la grandeur. C'était le sacrifice que demandait l'honneur de servir. Mais derrière cet honneur officiel, il y avait une réalité bien plus sombre, car les goûteurs n'avaient pas vraiment le choix. Une fois entrés au service du roi, ils ne pouvaient plus partir.
Quitter la maison du roi sans autorisation était un crime. Refuser d'accomplir ses devoirs était une trahison. Ces hommes étaient là, liés à leurs fonctions, comme des serfs étaient liés à leur terre. Leur vie ne leur appartenait plus. Et puis, il y avait la peur. Cette peur qui rongeait les entrailles, qui empêchait de dormir, qui transformait chaque repas en épreuve. Les témoignages de l'époque, rares mais précieux, nous laissent entrevoir cette angoisse quotidienne. Un domestique de Versailles écrit dans une lettre retrouvée bien des années plus tard: « Nous savions tous que notre vie ne valait rien face à celle du maître, et pourtant, nous mangions, chaque jour, car c'était notre devoir. Et dans ce devoir, il y avait une forme de grandeur que personne ne comprenait. » Cette phrase résume tout le paradoxe de leur condition. Ils savaient qu'ils étaient sacrifiables. Ils savaient que leur mort ne changerait rien, qu'un autre les remplacerait aussitôt, que personne ne pleurerait leur disparition. Et pourtant, ils trouvaient dans ce sacrifice une forme de noblesse. Ils se sentaient utiles, indispensables même. Sans eux, le roi ne pourrait pas manger. Sans eux, la monarchie s'effondrerait dans la terreur du poison. Ils étaient les gardiens invisibles du royaume. Mais cette noblesse avait un goût amer, car au fond, ces hommes n'étaient que des instruments, des outils humains au service d'un système qui les méprisait. On les utilisait tant qu'ils étaient utiles. On les jetait dès qu'ils ne l'étaient plus. Les archives révèlent que certains goûteurs ont développé des troubles que nous appellerions aujourd'hui des traumatismes psychologiques, des insomnies chroniques, des crises d'angoisse avant chaque repas, des comportements obsessionnels, comme vérifier 10 fois chaque plat avant d'oser y toucher. Certains ont sombré dans l'alcool, cherchant dans le vin le courage que leur esprit ne trouvait plus. D'autres ont perdu la raison, incapables de supporter plus longtemps cette pression inhumaine. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que personne ne s'en souciait. La cour de Versailles était un théâtre permanent où chacun jouait son rôle. Les goûteurs devaient sourire, obéir, accomplir leurs tâches sans jamais montrer leur peur. Montrer sa faiblesse, c'était perdre sa place. C'était être remplacé par un autre, plus jeune, plus naïf, qui n'avait pas encore compris dans quel piège il était tombé. Il y a dans cette histoire quelque chose qui dépasse le simple récit historique, quelque chose qui nous parle encore aujourd'hui. Ces hommes incarnent une vérité universelle et dérangeante, celle des sacrifiés volontaires, ceux qui acceptent de porter le fardeau que d'autres refusent, ceux qui donnent leur vie pour des causes qui ne les reconnaîtront jamais. Combien de soldats sont morts dans des batailles dont personne ne se souvient? Combien d'ouvriers ont péri dans des usines pour enrichir des patrons qui ignoraient leur nom? Combien de domestiques ont consacré leur existence à des maîtres qui les traitaient comme des meubles? L'histoire est remplie de ces fantômes sans visage, de ces armées d'anonymes sans lesquels les grands de ce monde n'auraient jamais pu accomplir leurs exploits. Les goûteurs royaux appartiennent à cette lignée oubliée. Ils ont permis à Louis XIV de régner 72 ans, le plus long règne de l'histoire de France. Ils ont protégé sa vie pendant les années les plus dangereuses de la monarchie. Ils ont avalé la peur pour que le roi puisse avaler son dîner en paix. Et en échange, ils n'ont reçu que l'oubli. Mais ce soir, quelque chose change. Ce soir, nous les sortons de l'ombre. Nous leur rendons leur dignité. Nous reconnaissons enfin ce que personne n'a voulu reconnaître pendant 3 siècles, que leur sacrifice méritait d'être raconté, que leur courage méritait d'être honoré, que leur existence, aussi brève et aussi tragique soit-elle, avait un sens, car c'est cela aussi, le pouvoir de l'histoire, réparer les injustices du passé, donner une voix à ceux qui n'en ont jamais eu, et rappeler au monde que la grandeur des empires repose toujours sur les épaules des invisibles. Toutes les histoires ont une fin. Celle des goûteurs royaux s'est écrite lentement, au fil des décennies qui ont suivi le règne de Louis XIV. Le roi Soleil est mort
en septembre 1715, après 72 ans sur le trône. Il avait survécu à tous les complots, à toutes les tentatives d'empoisonnement, à toutes les intrigues qui avaient secoué son règne. Et il devait cette survie, en partie du moins, à ces hommes de l'ombre qui avaient égoutté chacun de ses repas. Sous Louis XV, puis sous Louis XVI, la fonction de goûteur a continué d'exister, mais elle s'est progressivement vidée de sa substance. L'affaire des poisons était un lointain souvenir. La terreur qui avait régné sur Versailles s'était dissipée. Les rituels de l'essai étaient toujours accomplis, mais ils ressemblaient de plus en plus à des formalités vides de sens. On goûtait par tradition, par habitude, sans vraiment croire que le danger était réel. Les goûteurs de cette époque tardive menaient une existence plus paisible que leurs prédécesseurs. Ils mangeaient toujours avant le roi, mais sans cette angoisse qui avait hanté les hommes du XVIIe siècle. Le poison était passé de mode. Les ennemis du trône avaient trouvé d'autres moyens de nuire. Et puis, la médecine avait progressé. On comprenait mieux les maladies. On distinguait mieux les symptômes d'un empoisonnement de ceux d'une simple indigestion. La peur avait reculé, même si elle n'avait jamais complètement disparu. Et puis, en 1789, tout s'est effondré. La Révolution française a balayé l'Ancien Régime comme un coup de vent emporte les feuilles mortes. Le peuple de Paris a marché sur Versailles. La famille royale a été ramenée de force dans la capitale, et les milliers de serviteurs qui peuplaient là, le château, se sont retrouvés du jour au lendemain sans maître et sans emploi. Les goûteurs ont disparu dans cette tourmente. Certains ont fui à l'étranger, suivant les nobles qui avaient choisi l'exil. D'autres sont restés en France, espérant se faire oublier, cherchant à survivre dans ce monde nouveau qui n'avait plus besoin d'eux. Quelques-uns ont été arrêtés, accusés d'avoir servi la tyrannie. Leurs noms apparaissent parfois dans les registres des prisons révolutionnaires. Mais la plupart ont simplement disparu, engloutis par l'anonymat d'où ils étaient bottièrement venus. Et Louis XVI, le dernier roi qu'ils avaient desservi, a connu un destin que personne n'aurait pu prévoir. Lui, qui avait eu des dizaines de goûteurs pour le protéger du poison, lui dont chaque bouchée avait été testée pendant des années. Il est mort d'une manière contre laquelle aucun goûteur ne pouvait rien. Le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution, la lame de la guillotine s'est abattue sur son cou. Une mort que personne n'avait pu essayer à sa place. Une mort face à laquelle tous les rituels du monde étaient impuissants. Il y a dans cette ironie du sort quelque chose de profondément troublant. Pendant des siècles, les rois de France avaient tôt vécu dans la terreur du poison. Ils avaient quand et construit tout un système pour s'en protéger. Ils avaient sacrifié des vies humaines pour préserver la leur. Et finalement, ce n'est pas le poison qui a eu raison de la monarchie. C'est le peuple lui-même. C'est la colère de millions d'hommes et de femmes qui ne supportaient plus d'être traités comme des instruments au service des puissants. Les goûteurs faisaient partie de ces instruments. Ils avaient été utilisés, puis jetés, comme tant d'autres avant eux. Mais leur histoire nous laisse un héritage qui va bien au-delà de leur fonction. Elle nous rappelle que derrière chaque grande figure de l'histoire, il y a des milliers de visages oubliés, que la gloire des uns repose toujours sur le sacrifice des autres, que les palais les plus somptueux sont construits sur des fondations invisibles, faites de sueur, de larmes et parfois de sang. Ces hommes qui goûtaient les plats du roi n'ont jamais demandé à être reconnus. Ils faisaient leur travail, jour après jour, sans espérer de récompense autre que leur maigre salaire et la fierté de servir. Mais leur silence ne doit pas être confondu avec l'insignifiance. Leur anonymat ne doit pas nous faire oublier leur courage, car il en fallait, du courage, pour s'asseoir chaque jour devant un repas qui pouvait être le dernier. Il en fallait, de la force, pour surmonter cette peur et accomplir son devoir malgré tout. Alors ce soir, permettez-moi de vous ramener une dernière fois à Versailles. Nous sommes en 1685, un soir d'hiver ordinaire. Dans la salle du Gobelet, un homme dont nous ne connaîtrons jamais le nom s'assoit devant une table. Devant lui, le repas du roi fume doucement dans des plats de porcelaine.
un potage aux légumes, une volaille rôtie, une tarte aux fruits. L'homme prend une cuillère, il la plonge dans le potage, il la porte à ses lèvres. Le bouillon est tiède, parfumé aux herbes du jardin royal. Il avale, il ferme les yeux et il attend. 1 minute passe, puis 2, puis 3. Son cœur bat normalement, son estomac ne se tord pas, sa gorge reste libre. Il va survivre. Une fois de plus, dans quelques instants, il se lèvera. Il quittera cette pièce sans un mot. Les plats seront emportés vers la grande salle où Louis XIV attend, entouré de sa cour. Et le roi mangera, ignorant tout du sacrifice qui vient d'être accompli pour lui. L'homme, lui, retournera dans sa chambre des communs. Il s'allongera sur son lit étroit. Il fermera les yeux, en sachant que demain, tout recommencera. Et il trouvera le sommeil, bercé par cette certitude étrange que sa vie, aussi fragile soit-elle, a un sens. Il n'existe aucune statue pour les goûteurs royaux, aucune plaque commémorative, aucun monument à leur mémoire. Et pourtant, chaque fois que nous évoquons la grandeur de Versailles, chaque fois que nous admirons le règne de Louis XIV, nous devrions nous souvenir d'eux. Ils n'ont pas choisi d'être des héros. Ils ont simplement accepté un rôle que personne d'autre ne voulait tenir, celui de mourir en premier, pour que le roi vive. Leur sacrifice n'a jamais été reconnu, jusqu'à ce soir. Car ce soir, pour la première fois, quelqu'un a raconté leur histoire. Et parfois, raconter une histoire, c'est la seule façon de rendre justice aux oubliés.